Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Un nouveau numéro de Mon Ramadan à moi, et aujourd'hui, le Ramadan de Axiom, le rappeur que vous connaissez évidemment. Axiom, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Bienvenue à toi. Axiom dit Hichem. Et Hicham, exactement. Hicham plutôt. Hicham, franco-marocain. Exactement. Alors on va essayer de découvrir un petit peu ton parcours, ta vie. On va essayer d'être quelque peu indiscret aujourd'hui dans cette émission. Tu vas nous raconter. Tu es né non pas au Maroc mais à Lille. À Lille. D'ailleurs tu en as fait une petite chanson, Lille ma Médina. Ma Médina, exactement. Ouais. Dans le nord de la France donc. Quel genre d'éducation as-tu reçu religieuse de par tes parents étant petit? Eh bien, moi en fait je suis né dans une cité qui s'appelle Moulins. Ouais. Donc une vraie cité en fait, composée à 80%, 70 à 80% de Marocains, parce que l'immigration là-bas c'était essentiellement ça à cette époque. Et mon père est venu, il avait 17 ans, il est arrivé en France à 17 ans. Bah écoute, l'éducation religieuse c'est l'éducation du Marocain moyen. C'est une éducation finalement assez, je dirais, équilibrée. Au final, ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de tension, hein, notamment quand il y a eu une période où les mosquées étaient plus, comment je dirais ça, plus à cheval sur certains critères, on va dire. Moi j'ai connu cette période, tu sais, ou même d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, mes parents avaient hébergé des psychanalystes, etc., qui fuyaient l'Algérie, ouais. Tu vois. Donc forcément ça donnait des conversations dans la famille par rapport à la religion, etc. J'ai la chance d'avoir surtout une maman déjà qui était éduquée, c'est-à-dire qu'elle connaissait la langue arabe et un peu la langue française, et elle est de Casablanca, ma mère, hein. Et mon père de Marrakech qui a toujours été ouvert en fait sur les gens, tu vois, pour lui la religion c'est l'ouverture. C'est vraiment c'est l'ouverture sur le monde, c'est apprendre la création de Dieu en fait. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que ça laissait place à beaucoup de vraies conversations en fait. Alors quand tu étais petit, est-ce que tu étais comme beaucoup d'enfants dans le stade de l'imitation lorsque arrivait le Ramadan, cette période sacrée chez tous les musulmans? Dans les premiers temps, est-ce que tu voulais faire comme le reste de la famille, comme les plus grands, faire quelques jours comme ça pour imiter? Tu veux dire les premiers ramadans en fait? Ouais. Non, pas du tout. Non, en fait, non, pas du tout. Non. C'était surtout un moment de fête. Famille, il se passait quelque chose dans la famille pendant un temps, donc tu prends part assez naturellement en fait, sans plus de réflexion. C'est pas une question d'imitation, tu te poses même pas, enfin moi en tout cas je me posais même pas la question. C'était un moment à vivre, voilà, qu'on vivait, c'était un temps fort chez nous et puis c'est tout. Et j'avais pas vraiment de conceptualisation du moment, on va dire ça comme ça, je le vivais naturellement, ça faisait partie de la famille puis c'est tout quoi. À partir de quel âge as-tu fait ton premier Ramadan entier? Ouais, je pense 13 ans quand même, hein, déjà. 13 ans, ouais. D'accord. Et lorsqu'est intervenu ce premier Ramadan, est-ce que c'était une volonté personnelle ou c'était les parents qui t'ont dit allez maintenant Hicham, ça y est, t'es un grand, il faut que tu le fasses? Non, mes parents n'ont jamais été vraiment comme ça. Ouais. Non, je crois que j'ai compris de moi-même en fait. C'était dans l'environnement, j'ai voulu le faire entier, puis c'est tout. Après, c'est clair que quand tu compares à une vie d'adulte, à 13 ans, tu fais pas un Ramadan comme un adulte, ça c'est sûr. Hein. T'as pas les mêmes réflexions, t'as pas les mêmes tiraillements, mais non, c'était quelque chose de festif vraiment. Hein. C'était vraiment quelque chose d'agréable. Puis c'est aussi agréable avec les potes. Ouais. Tu vois. Alors comment occupais-tu tes journées justement à l'âge de 13 ans bizarrement beaucoup de sport en fait. Hein. Ah ouais, pas comme beaucoup. Hein. Bah ouais, du beaucoup sport, du foot, du basket, enfin les journées qui passent. Moi je me rappelle surtout des journées ensoleillées aussi, tu vois. Alors les premiers Ramadans c'était quoi? C'était quelle période à peu près? C'est-à-dire c'était vers quelle période? L'été, l'automne, l'hiver? Moi j'ai fait à peu près toutes les périodes. Ouais non mais le premier. Ah non, je crois que c'est l'automne. Hein, c'était l'automne, d'accord. Donc ça va, c'était pas encore le Ramadan le plus dur, quoi, on va dire. Non, c'est pas le Ramadan le plus dur. Par contre, tu sais, là-haut, il fait froid. Hein. Ouais. Donc c'est autre chose. Ouais. Tu vis le froid de chez nous, il est quand même assez piquant, tu vois. Est-ce que tu te rappelles du regard de ta maman lorsque t'as fait ton premier Ramadan entier? Je suppose qu'elle a ressenti une certaine fierté. Non, je pense pas. Ah ouais. Non, vraiment, il n'y avait pas ça chez nous. Non, on n'était pas identifiés par la religion en fait. Je pense que c'était plus la famille, le fait de se retrouver ensemble, avoir vécu la même, une même difficulté ou ces journées d'effort que l'on vit ensemble. On se retrouve, les repas de famille, dans la tête des gamins, c'est aussi simple en fait. Alors justement, tiens, raconte-nous une soirée type de Ramadan chez toi. Bah écoute, à l'époque, hein.
Bah, encore aujourd'hui en fait finalement, Ouais. ma mère qui prépare le harira. Ouais. Donc moi j'adorais commencer à l'époque, c'est moins le cas maintenant. J'étais plus sucré par exemple, tu vois, à Ouais. la maison, donc café au lait, un petit déjeuner quoi. D'accord. Et le harira obligatoire. S'il n'y avait pas la soupe, pour moi il n'y avait pas de ramadan en fait. Ouais. Et ensuite tu laisses redescendre et on pouvait alors ou manger dans la foulée pour ceux qui avaient faim ou non. Tu vois, on pouvait attendre aussi. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, je mangeais très lourdement Hmm. pendant le ramadan. Tu vois, le début si tu préfères. Aujourd'hui moins. Aujourd'hui je préfère manger T'as réussi à légèrement. trouver un équilibre alimentaire. Je préfère manger léger si tu préfères pour la rupture du jeûne et manger un vrai plat après en fait et beaucoup boire surtout. Mais avant c'est vrai que je me posais pas la question. Tu manges, tu râles comme on dit. Tu vois. Ouais. Et Et avec l'école, comment ça se passait? bon, écoute, ça se passait bien. Les journées d'école, pas trop Non, longues, difficiles? Non, mais je trouve que quand t'es jeune, t'es pas dans la difficulté, t'es pas dans la notion de difficulté, tu vois. Hmm. Je pense que vraiment, il y a moins de tiraillements, c'est une période qui nous rassemble, c'est quelque chose vraiment où, avec les potes, on partage la même chose, on a des conversations, on est plus ensemble parce que tu vois, les pauses déjeuner n'existent pas, Est-ce qu'il y avait des questions comme ça posées par les camarades qui font pas le ramadan? ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Quel genre Ouais, de questions? bah, Pourquoi écoute, je dirais que enfin, tiens, on décrit souvent la France négativement, bizarrement, c'est surtout des questions d'intérêt, je dirais Ouais. même des envies des camarades de participer à ça en fait. Ah oui. Tu vois, ouais, bah ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous unit à ce moment-là, qui crée une communauté, si tu préfères. Et moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de Français qui s'intéressaient, Français de souche, qui s'intéressaient à ça, qui aujourd'hui d'ailleurs se sont convertis, hein, Ah ouais. et qui adoraient cette période, même parfois plus que nous par la suite, quoi, tu vois. Hmm. Donc, ouais, Et au niveau du personnel de l'éducation nationale, et en l'occurrence de l'école, est-ce qu'il y avait on n'en parlait pas spécialement. non, Non. une petite facilité en disant peut-être que là ils sont un peu plus fatigués? Non, Non. rien. On n'en Aucune on n'en adaptation. parlait pas, non, mais on n'en parlait pas pour les gamins, c'était pas. Puis je trouve ça plus sain d'ailleurs. Alors, est-ce que le fait de justement d'avoir grandi dans une cité du côté de Lille, ou dans une cité évidemment il y a toutes les nationalités regroupées, et donc beaucoup peut-être qui font le ramadan dans cette période, Ouais. ça aide? Bah ça aide parce que c'est un lien de communauté déjà, c'est Ouais. quelque chose que l'on vit ensemble, c'est les échanges de repas, tu vois, moi je me rappelle avec les familles algériennes au-dessus, je me rappelle, ça m'avait étonné parce que nous pendant le ramadan on faisait pas ça, on nous avait préparé une pizza à la sardine, Ah oui. donc je crois que c'était Oran d'ailleurs, Mhm. une pizza à la sardine et j'avais jamais goûté ça pendant le ramadan, tu vois, donc pour moi du coup la pizza sardine olive c'est devenu un plaisir que je recherche de temps en temps qui me Bah voilà rappelle une bonne vraiment- idée pour ce soir, Voilà. hein, par exemple. Non mais qui me rappelait vraiment qui me rappelle vraiment cette période. Après t'as des gâteaux aussi, t'as des gâteaux spécifiques suivant les cultures, voilà. Après avec les familles africaines, moi je me rappelle, c'est marrant comment finalement chaque famille a cette tradition, tu sais, de repas, de culinaire, même pour le ramadan en fait, même s'il y a des grandes composantes qui reviennent, il y a quand même des spécificités par famille. Ben, on partageait un peu ces spécificités, et encore plus quand on était plus jeune, hein. Ouais. J'ai envie de ça ce soir. Puis t'as les longues conversations quand t'es gamin, tu sais, tu fantasmes sur la bouffe. Ce soir, ma mère, je vais rentrer, elle va me faire ça. Et l'autre qui te dit ça, vas-y, fais-moi goûter, ramène-en demain, etc. Donc vraiment c'était t'étais baigné dans une ambiance ramadanesque. Ah ouais, quand même. Puis il y a ça. Et puis après, tu vois, après le ftour, concrètement, tout le monde se relâche. Ouais. Tu vois, donc là, je dirais, c'est là que la fête commence en fait. Et je me rappelle, j'étais très très jeune. Mon père, on était à Marrakech, donc t'imagines 50 degrés en plein été. Ouais. Et je me rappelle, il y avait le ramadan à cette époque. À cette époque, je jeûnais pas, mais je me Bah oui. souviens de cette période Ouais. parce qu'on mangeait avec tout le monde. Et j'étais dans ma famille à Marrakech, maison pauvre. Et je me rappelle de l'ambiance chaude et tout ça. Mon père a fait un merlez d'ailleurs. Je me rappelle, il conduisait une R12 orange. Ouais. À la Starsky Hutch. Et je me rappelle, l'ambiance était particulière, quoi. C'était vraiment une période difficile à décrire parce que t'as un peu tout. T'as le rassemblement familial, t'as le rassemblement gastronomique, et je dirais vraiment des retrouvailles avec la famille, ce que tu fais pas aujourd'hui facilement en fait. Parce Bah que la vie différence active, peut-être avec le pays d'origine, donc pour toi le Maroc, c'est que ça sent le ramadan partout, ce qui est peut-être pas le cas en France. Alors c'est vrai, encore plus quand tu grandis parce que je te dis, on a nos vies actives, on est speed, on est à droite à gauche, et c'est vrai que là, dans le pays, le ramadan est dans les murs. Ouais. Du matin au soir, quoi. Et puis c'est une ambiance particulière le soir quand même. Alors à quel moment, à partir de quel âge as-tu pris la dimension de la spiritualité, de ce pourquoi tu faisais le ramadan? Je dirais
petit à petit, je pense vers 17-18 ans quand même. Ouais. Mais Une recherche peut-être personnelle ou l'aide de la famille peut-être aussi? même plus tard. Non, recherche personnelle, même peut-être plus tard. Tu sais, même enfin, il y a des choses dont on parle pas pendant le Ramadan, le rapport à la lumière. Ouais. Tu vois, le matin, le lever. À l'aube, alors il y a ceux qui se recouchent, moi j'y arrive pas, si je me recouche j'ai la tête dans le gaz après, ça me met pas bien. Mais le rapport à la lumière, c'est le matin, le soir, le rapport à l'air frais, chaud, enfin tu vois tout ça, c'est des choses qui commencent à me parler et je pense ouais, mais malgré tout assez tardivement quand même pour la dimension spirituelle, il y a une sorte, je sais pas, tu passes par en tout cas pour moi tu passes par un apaisement, en même temps quelque chose de frénétique ou d'un coup, enfin des cycles comme ça dans la journée où tu y penses en fait au manque. Comme je suis fumeur, t'imagines, Ouais. c'est très dur hein, quand t'es fumeur. Je trouve que c'est vraiment difficile comme période parce que encore plus quand t'es fumeur parce que vraiment là tu te rends compte que t'es vraiment drogué en fait. Hein. Bah oui. Et, Le manque. ah ouais. Et la première cigarette qui fait mal à la tête. C'est ouais, c'est le vertige dans je sais pas quel pays. Ouais. Non mais voilà, et la dimension spirituelle, elle est venue ouais, je pense entre 18 même, je dirais entre 18 et 20 ans. Et où là tu te rends compte t'es dans une période particulière qui est propice. Alors comme t'es vigilant en tout cas aux tentations, que ce soit nourriture ou même sexuelle en fait, surtout à cet âge-là. Ouais. Du coup comme tu es vigilant, tu développes une sorte de force mentale quand même. Et forcément il y a une spiritualité, une vision du monde qui en découle et un apaisement aussi. Parce que tu cherches une maîtrise en fait finalement, tu vois, et une maîtrise de toi-même, une discipline en fait. Et avec ce relâchement en fin de journée où tu peux faire le bilan autrement, une journée de gagner quoi. Tu prends conscience quand même de ce qu'est le manque, ce que peut être le manque dans les familles les plus pauvres, en fait finalement même de la chance que tu as. Tu vois, de pas être tout le temps dans ce manque-là, et puis aussi du fait de n'être que de la chair, quoi, tu vois, parce que la tentation de la chair, elle est là, et encore plus dans les pays occidentaux. C'est pas en permanence, hein, tu vois. Moi, je me rappelle d'un parcours que j'avais fait. Tu fais le Ramadan, tu sors chez toi, et puis tu sors de chez toi, tu vas à pied, donc à l'école, et première affiche que tu vois, c'est une femme à poil. Ouais. Donc, d'un coup, tu vois, ça te renvoie quand même à pas mal de questions. T'es tout le temps rappelé à ces tentations-là. Alors quand je dis tentation, je veux dire c'est dans la tête, hein. Mais quand même là, tu commences à être à un âge adulte déjà. Tu vois, il suffit d'allumer la télé, de regarder la pub, hein. Tu vas voir des femmes qui affichent leur forme. Il y a ça, et après bon pour voilà. la vente d'un Après, produit d'ailleurs. après, tu te rends compte aussi qu'on est médisant, par exemple. Ouais. Il y a la médisance, il y a la colère. Et on est vraiment, on est fait de ça tous les jours, sauf que tous les jours en fait finalement on fait plus attention aux erreurs des gens qu'aux nôtres quoi. En fait, le Ramadan, c'est un nettoyage spirituel, un nettoyage de l'âme, du cœur, de l'esprit, et aussi un espèce de formatage. Ben ouais, je pense que c'est là que tu prends conscience que l'erreur est de ton côté aussi, et que t'es quelqu'un de fragile, un homme quoi, fragile, faible. Mais qui tente le meilleur. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que beaucoup, par exemple, pour des raisons diverses, ne mangent pas le midi ou n'ont pas le temps de manger. Ça leur manque pas. Par contre, quand le Ramadan est là, il y a ce petit gêne, comme si, en fait, c'est le fait de pas pouvoir le faire qui gêne. Bah oui, parce que tu sais, c'est vraiment très psychologique. Hein. Ouais, bien sûr, c'est quand on s'interdit. Mais on parle rarement de la dimension psychologique du Ramadan. En fait. Ouais. On en parle très rarement. On parle souvent de manque de nourriture, certes, mais je pense que psychologiquement vraiment on travaille à mental en fait, et c'est vrai qu'on est plus encore en manque quand les choses nous sont interdites en fait. Ouais. C'est d'un coup il y a un vide, et mais en même temps voilà, c'est les 2 premières semaines je pense qui sont les plus difficiles, parce que le temps que le corps s'adapte, et c'est la première décade. Bah oui, d'ailleurs c'est même très intéressant de voir que le corps s'adapte vite. Ouais. En fait finalement. Parce que finalement la faim tu la ressens plus, hein. Même la soif, tu vois, tu prends l'habitude, c'est juste on inverse des rythmes, et après il y a cette dimension voilà psychologique où tu travailles sur toi-même, tu prends conscience du sens de la vie, en tout cas tu t'interroges là-dessus, et tu sais, même moi en tant que rappeur, c'est pas une période, alors moi je suis plus du matin, je travaille mieux le matin. Mais c'est pas spécialement le Ramadan, c'est pas spécialement une période où j'ai envie d'écrire par exemple. Ouais. Tu vois, ça t'inspire pas. C'est vraiment un mois où tu relâches, tu fais autre chose quoi. Tu te consacres plus à toi, à ta recherche. J'aimerais le meilleur Ramadan que j'ai passé vraiment c'est en famille. Ouais. Quand vraiment je suis en famille. Après le danger c'est l'oisiveté quand même pendant le Ramadan, tu vois.
prendre son temps le soir, tard le soir, parce que tu commences à être hors rythme. Ouais. Je pense que le ramadan a vraiment du sens. Enfin, je te dis pour l'avoir pratiqué moi, en tout cas pour moi, il prend pleinement son sens quand tu travailles justement. Et quand tu travailles toute la journée, que tu charbonnes. Hein. Le ramadan, parce que je l'ai pratiqué en étant adolescent, le ramadan où tu dors tard, tu te lèves tard. Ouais. Le ramadan a un drôle de goût. Mm. Tu vois, il y a quelque chose d'incomplet en fait. Ouais, on n'a pas l'impression de jeûner en fait. Ouais, t'as pas l'impression de jeûner et même t'es pas dans ton assiette en fait. Mm. Donc tu ressens pas vraiment les bienfaits du ramadan. Ouais. Alors Hicham, est-ce que si tu pouvais un peu faire le lien entre les ramadans, les premiers ramadans de l'époque à Lille dont t'as cité et ceux d'aujourd'hui qui ont peut-être pas la même saveur. Le ramadan par exemple à l'époque, quand on était un petit peu plus jeune, n'était pas forcément installé dans la société française. Aujourd'hui, on peut le dire vraiment, hein, le ramadan, tout le monde est au courant, on le donne dans le journal de 20h, les mosquées, il y en a de plus en plus. Et pourtant, les musulmans sont de plus en plus ennuyés et stigmatisés. Mais le ramadan, en tant que tel, lui, a plus une place à part entière aujourd'hui qu'auparavant. Je pense que le liant, pour moi, ça reste la famille. En fait, c'est un moment familial. Je pense pour le musulman, on retrouve la famille. Donc de même, quand tu retrouves pas la famille, je l'ai déjà fait 2 fois comme ça, sans la famille autour. Ça, c'est bizarre quoi. T'es tout seul face à la difficulté. Il y a pas de, enfin je sais pas, il manque une dimension très particulière, surtout quand t'as grandi là-dedans. Donc pour moi, c'est avant tout un moment familial. C'est un moment aussi devant toi-même et devant Dieu quand même, dans ta dimension d'homme. Et le liant, pour moi, oui, ça reste vraiment la famille, le partage avec d'autres musulmans aussi. Ouais. Où tu offres. Tu fréquentes la mosquée par exemple pendant le ramadan? Bien sûr. Ouais, bien sûr. En tout cas, plus que dans l'année. Plus que dans l'année, voilà. Ouais, comme le 3/4 des musulmans. Donc, plus que dans l'année. Bah ouais, parce que c'est quand même un moment, enfin c'est vraiment un moment propice à ça, tu vois. On se retrouve en fait et on accepte de mettre un peu de côté l'importance de nos activités. Voilà. Donc forcément, ça c'est propice à une spiritualité en continu. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi le premier, hein, on pense à on a tellement de problèmes liés au travail, etc. On pense qu'à ça en fait. Hein. Donc, est-ce que tu trouves, comme beaucoup, que aujourd'hui donc ça sent plus le ramadan ici en France? Ça sent plus le ramadan. Je sais pas, je sais pas, je pourrais pas. Dire qu'on a plus maintenant la possibilité de l'affirmer, de ne pas en avoir honte, comme ce fut à une époque. À l'époque de nos parents, par exemple, il y avait une certaine pudeur, une certaine honte aussi, parce que beaucoup ne connaissaient pas aussi le ramadan, de ce pourquoi on jeûnait, etc. Donc on se cachait à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. Ouais, je sais pas si c'est grâce au fait que le ramadan soit plus connu et plus dans les mœurs. Il y a d'autres facteurs quand même. On est de toute façon plus dans une affirmation de ce que l'on est aujourd'hui, vu que l'inverse n'a pas fonctionné de toute manière politiquement. Donc je pense qu'effectivement on a moins peur d'affirmer ce qu'on est. Et, vu que de toute façon ça marche pas de toute manière, même en cachant ce qu'on est, ça ne marche pas. Donc voilà. Et je pense que non, je pense pas que Ramadan ait changé ou pas changé. Même dans la société française. Moi, je me rappelle pas. Pour moi, en tout cas, le Ramadan a toujours été présent dans ma vie, présent autour de moi. Donc, non, je pense que simplement, je pense qu'en grandissant, on a plus conscience de cette période, de son importance, du plaisir. Enfin, bizarrement, hein, du plaisir, parce que bien sûr qu'on a une conscience de la souffrance que c'est aussi, parce qu'il y en a une, mais aussi du plaisir que c'est qu'est cette période. D'ailleurs, c'est simple. Quand cette période passe. Tu vois, il y a une semaine comme ça, battement, où il y a quelque chose qui te manque. Tu vois, les rassemblements te manquent, la période du Ramadan te manque en fait. Et Cham, on revient dans un instant pour continuer de parler de ton Ramadan. On va parler aussi un peu de ta carrière artistique, Axiom évidemment. Avec nous dans cette émission, il se raconte aujourd'hui, c'est le Ramadan d'Hicham alias Axiom sur votre radio. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2.
Le Ramadan de Axiom, Hicham qui est là dans nos studios aujourd'hui pour nous raconter évidemment son lien avec le Ramadan. On a parlé de l'enfance, du premier Ramadan, de la vie dans la cité, des jeux de sport pendant le mois de Ramadan pour occuper un petit peu ses journées. C'est marrant parce que normalement pendant le Ramadan on est censé être extrêmement fatigué et pourtant les enfants on les voit beaucoup jouer au foot, au basket, pratiquer du sport qui nécessite quand même un effort considérable. Et tout se passe sans se poser trop de questions finalement. Bah écoute, moi je me rappelle même de journées où je faisais 7 heures de basket. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Tu vois, 7 heures de basket. donc, ouais. Bah ouais, mais ça passe le temps en fait. Ça passe le temps mais bon, je dis ça, mais tu sais, en prenant de l'âge, je te rends bien compte que les 7 heures de basket, même sans Ramadan, tu vas pas les refaire. Ouais, c'est Donc, clair. donc non, mais c'est vrai, c'est pas, ça joue pas tant sur le physique. En tout cas, quand t'es jeune, j'ai l'impression. Et Alors comme je te le disais tout à l'heure en antenne, je retrouve moi parmi les invités qui sont venus se raconter à ce même micro dans cette émission depuis la saison dernière, c'est qu'il y a une certaine similitude entre les différents témoignages, c'est qu'on s'aperçoit finalement que les enfants ne sont forcés en rien à faire le Ramadan par leurs parents. Ce qui est peut-être d'ailleurs moins le cas aujourd'hui de cette jeune génération qui a tellement peur que leurs enfants aillent de l'autre côté de la barrière en quelque sorte que ils ont tendance plus à forcer. Ce qui n'était vraiment pas le cas de l'ancienne génération, de nos parents en l'occurrence, parce que pour eux c'était transmettre d'une autre manière. Et finalement, si on avait à choisir, Hicham, en prenant en considération l'éducation qu'on a reçue lorsque l'on était plus jeune, donc ça s'adresse à ces personnes de notre génération et celles d'aujourd'hui, quels sont les dangers à éviter aujourd'hui peut-être? Je pense qu'effectivement nos parents n'ont pas eu besoin de tant serrer la vis en vérité. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de parents sévères, hein. Ils étaient sévères mais autrement. Mais oui, c'était plus c'est normal parce que je pense que eux leur culture elle était déjà celle du pays, donc il n'y avait pas de lutte particulière à avoir en famille, tu vois. Là, quand tu es de notre génération, tu as grandi en France, tu parles plus, même pour certains, plus le français que la langue du pays. Forcément, tu te poses plus de questions culturelles en fait. Et tu te demandes si ta culture va pas être diluée, donc ça peut créer des volontés, même chez beaucoup de parents, moi que je connais, jeunes parents, volonté à tout prix de transmettre la culture parce que eux-mêmes en fait finalement ils ont pas retenu grand chose de la culture, tu vois. Alors qu'en vérité la meilleure manière de maintenir sa culture en place c'est d'envoyer les enfants au pays en fait, de maintenir le lien et c'est vrai que ça peut créer des sévérités chez certains, mais l'inverse est vrai, le danger inverse existe, c'est la perte totale de la culture. Ouais. Et c'est déjà le cas en fait. Si on devait se faire des stats quand même, les stats seront plutôt dans le sens où la culture a été transmise et assez bien en général, plutôt que de forcer. Oui, la culture a été transmise, mais après pour notre génération, est-ce qu'elle sera transmise à nos enfants? C'est ça la question. Eh oui. Et je pense que le danger il est là. Ça commence par la langue. Hein. Vraiment, moi je rencontre beaucoup de gens, ils parlent pas leur langue en fait. Ouais. Ça se perd et ça fait écho quand même à la République assimilationniste en fait, tu vois. Et ouais. Et moi j'aime pas trop ce système. Moi je pense que voilà, notre culture elle est belle et notre langue est belle. Il faut savoir la parler. Point. Il y a pas. Enfin je veux dire, je me pose pas plus de questions quoi. Pour moi un Malien il parle le malien, il parle le français. Enfin c'est normal quoi. Ouais. Et je pense que le danger là c'est la perte des repères. Alors après il y a un autre danger aussi, c'est qu'il y en a qui sont tellement dans leur réaction qui veulent tout imposer à tout le monde. Imposer la religion, les codes, la culture, les lois, ce qu'ils pensent eux-mêmes, qui sont les seuls à penser en vérité, ils veulent l'imposer à tout le monde. Enfin, je pense que nos parents, là où ils ont été très forts, c'est finalement, il y avait quand même une part de libre arbitre assez importante en fait finalement. Et c'est un dosage qui est pas facile pour nous, je pense, à transmettre. Voilà. Après, il faut accepter que ces enfants deviennent autre chose, en fait, que soi-même, et c'est pas. Parce que l'on attend d'eux. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais je pense que le défi pour nous, il est là, et en même temps, on a la chance de vivre dans un pays qu'on comprend maintenant, même si en face, ça leur plaît pas forcément souvent. On est dans un pays où on comprend la langue, où on comprend les rouages, où on peut prendre place politiquement pleinement, tu vois. Donc, on a aussi d'autres rôles à jouer avec nos enfants. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de pratiquer le Ramadan ailleurs qu'à Lille? Enfin, dans un autre pays en l'occurrence. Au Maroc en fait. Hein. Ah, donc, alors justement,
Le premier Ramadan au Bled au Maroc, comment ça s'est passé? Bah, c'est différent parce que En quoi c'est différent? bah déjà tout le pays est plus ou moins, alors pas en inactivité parce que ce serait pas le bon terme, Ouais. même si par moment c'est le cas, mais tout le pays est dans le Ramadan. Je veux dire, même ceux qui font pas le Ramadan, qui se cacheraient de ne pas le faire, finalement en apparence font le Ramadan. Donc déjà en termes de tentation, on est plus focalisé sur d'autres choses, tu vois. Après, t'es quand même dans un rythme, donc dans une communauté énorme qui dans ce même rythme, et ça soulage beaucoup de choses pendant cette période, parce que ça devient finalement le rythme quotidien, ton rythme quotidien, donc tu te poses plus trop la question de savoir si tu fais Ramadan ou pas. Après t'as différentes pratiques de la religion, donc différentes pratiques du Ramadan aussi. T'as la prière, t'as ceux qui la font pas, t'as ceux qui le font, voilà. Mais quoi qu'il arrive, au moment du jeûne, de la rupture du jeûne, t'as quand même une festivité dans les rues que tu peux pas avoir en France. Un en autre fait. parfum. C'est vraiment, c'est la fête, quoi. Les lumières, les odeurs, vraiment les parfums, les gens, les sourires. Enfin, tout le monde. Finalement, t'as l'impression que tout le monde se réveille, quoi. Ouais. Et ça, il y a un charme, il y a un vrai charme, il y a une ambiance, c'est hello. Je sais pas, tu vois, c'est agréable. Voilà. Ouais. Donc ça, t'en gardes de bons souvenirs. Ouais, j'en garde un bon souvenir. De là, aller faire le Ramadan cet été à Marrakech en plein été. Peut-être pas, non. Non, Ouais. quand même pas. Je trouve que ça serait vraiment très difficile. Et pourtant, ils y arrivent. Ah, ils y arrivent, mais pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Ouais. Voilà, il y a aussi beaucoup de problèmes et tout. Moi, personnellement, je trouve que ce serait difficile pour moi. Voilà, j'espère y arriver. Pas habitué forcément quand on vient du nord de la France, ça Mais de change. toute façon, même sans Ramadan. Ouais. Déjà, même sans Ramadan, moi je me rappelle, j'étais à Marrakech il y a 2 ans, j'ai pris un vent de 50-55 degrés dans la face. Ouais. Alors, il devait être 13h30, 14h. J'ai Ouais. failli faire un malaise, quoi, tu Ça vois. fait mal, ouais. Donc avec Ramadan, ça doit être costaud quand même. Ouais. Donc oui, il y a une question d'habitude. Et tu sais, pareil, j'ai des amis qui sont en Suède. Ouais. Donc un Marocain qui est en Suède. C'est marrant le Ramadan là-bas, en été. Parce que la nuit le soleil tombe pas vraiment. Mhm. Tu vois, il est à peine à l'horizon qui se relève. Donc ils doivent suivre d'autres horaires, l'Arabie Saoudite, etc. Enfin, c'est un système un peu compliqué. C'est assez marrant de voir les pays comment pratiquer. C'est vraiment différent. Les pratiques de la religion sont vraiment différentes. Je pense que le danger, ce qui a été tenté en France d'ailleurs, c'est de vouloir homogénéiser la pratique. Ouais. Finalement, parce que beaucoup de gens peuvent dire ouais, bah après bien sûr il y a les piliers et tout ça récurrents, mais qui sont des obligations et qui reviennent. Mais malgré tout, le rapport à la religion est différent suivant les personnes. Alors Et je trouve que c'est une richesse, ça. ouais. On va revenir un petit peu en arrière et parler un petit peu de ton parcours scolaire et également les premiers pas dans le rap. Ouais. Hein, c'est Ouais. ce qui t'amène aujourd'hui d'ailleurs sur la scène artistique, puisque tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, il doit pas y en avoir beaucoup quand même, rappeur engagé, hein, on peut le dire. Ouais. Ah oui, quand même. Disons que je prends parti quand il le faut. Voilà. Ouais. Alors ton parcours scolaire d'abord. Ben, mon parcours scolaire, c'est l'école classique. J'ai fait l'école. J'étais un bon garçon, je pense, en primaire. Jusqu'en primaire, disons qu'en 5e, les ruptures ont commencé, quoi. Ouais. Et puis c'est revenu, mais j'ai toujours, je crois que ça vient de ma mère, ça. J'ai toujours tenu à avoir des diplômes, donc j'ai eu tous mes diplômes en candidat libre. D'accord. Voilà. Ah oui, en candidat libre. Ouais, même en foutant la merde à l'école. Tu vois, Ouais. donc, C'était un élève assez agité. en grandissant, ouais. Ouais. J'étais de plus en plus agité, même séché, beaucoup de cours. Tu sais, moi j'ai jamais très bien compris à l'école pourquoi. Enfin, pour moi il y a une hypocrisie à l'école. On te dit que tu es là pour apprendre, et puis finalement tu te rends compte que tu n'es pas là pour apprendre, tu es là pour te positionner sur le marché. Ouais. Donc en l'occurrence, t'as eu tous tes diplômes. J'ai eu tous mes diplômes en candidat libre. D'accord. Et le rap, alors les premiers pas dans le rap. Ça s'est fait très jeune, j'avais 12 ans. Ouais. Donc c'est arrivé, il n'y a pas eu de déclic, c'est arrivé aussi assez naturellement. C'était dans mon Est-ce que lorsque t'as fait tes premiers pas dans le rap, est-ce que tu savais que t'allais faire ça plus tard? Ça s'est pas posé comme ça. Je le faisais, je me posais pas plus de questions. C'était normal en fait. C'est quoi tu voulais faire quoi comme métier? J'avais pas d'idée de métier. Ouais. T'avais Non. pas Non. d'idéal de. Non, Non. j'avais pas d'idéal, non. Et tes parents voulaient pas que tu sois Si, docteur mes ou je sais pas parents, quoi, docteur, avocat. ingénieur, évidemment. Tu seras ingénieur. Donc, et pas ingénieur, hein, d'accord? C'est Ouais. ingénieur. S'il faut bien appuyer sur les syllabes, elles durent longtemps, ça veut dire que c'est du vrai, c'est du Ouais, ouais. Tu seras C'est de l'envie, quoi. ingénieur. Et quelle était la réaction des parents lorsque tu leur as dit bon voilà, ben, je vais être rappeur, je vais sortir mon CD, etc.
Bah, je leur ai pas dit que je voulais Ouais. être rappeur, que je voulais sortir mon CD. Je crois que j'ai fait ma vie à côté sans rien dire en fait. Tu vois, ma mère, elle est venue à quelques concerts, elle a pas aimé du tout. Elle aimait pas. Et c'était... Ah oui, elle a pas aimé. Ah non, non, c'était pas ça, c'était pas, elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Et, mon père a jamais trop rien dit. Puis j'ai appris par la suite que mon père lui-même, je pense que ma fibre artistique vient de mon père par contre. Tu vois, c'est quelqu'un plutôt marrant, qui a de l'humour, un gars de Marrakech quoi. Ouais. Les Marrakechais ont beaucoup d'humour, c'est des gens, ouais, tu vois, c'est un rythme un peu lent à Marrakech, donc c'est des gens plutôt posés, souriants, avec plein de blagues, ils sont joueurs en fait, hein. Et ça c'est propice à l'art en fait, tu vois, à l'artistique. Et mon père a ce caractère, je pense. Ouais. C'était pas alors bien sûr jusqu'à 15-16 ans pour moi il m'apparaissait sévère, j'ai toujours eu peur de, comme il dit Gad Elmaleh, ce qui m'a frappé le plus chez mon père c'est sa main. Ah ouais. Elle faisait mal. Voilà, donc Ouais. Donc ta mère n'aime pas tes concerts, n'aime pas ce que tu fais. ah non non, ma mère Tu lui fais écouter un peu les ah ouais, CD. bien sûr. tout Là, ça là, cet album, le dernier album, elle kiffe plus parce que c'est il y a de la musique arabe, il y a des En références plus, à tu elle. parles d'elle. Voilà, Farid El Atrache, ouais, d'ailleurs, elle a pleuré au titre. Ouais. Bon, j'étais pas là, hein, j'ai pas su mettre devant la situation, mais ouais, pendant très longtemps, avant qu'il y ait la télé, tout ça, ma mère, il n'y avait pas moyen. La musique, c'est. Et elle espérait autre chose de toi. Enfin, que tu Ouais. fasses autre chose. Elle espérait autre chose, et puis Elle ça dit, lui ça va parlait pas. passer, Le c'est rap, épisodique. ça lui parlait pas. Ouais. Le rap, ça parlait pas à nos parents, c'est clair. C'est Ouais. pas leur génération, c'est pas leur truc, voilà. Ouais. Alors donc Hicham, après donc on peut dire donc t'es un rappeur engagé avec donc plusieurs des albums et notamment ce titre Lettre au président, hein, qui Ouais. avait fait, dont je sais que t'aimes pas trop qu'on en parle, mais pourtant c'est le titre qui t'a mis au devant de la scène, C'est hein. vrai. Hein C'est vrai. Bah, c'est pas que j'aime pas qu'on en parle, c'est que je suis déjà dans autre chose déjà. Ouais. Depuis quand même il y a eu 5 ans. Ouais. Donc moi je suis dans d'autres combats aujourd'hui, même s'ils vont dans le même sens. Je suis dans d'autres combats, dans d'autres constats et je prépare un livre d'ailleurs à l'occasion. Alors on va en parler, mais faire le cette point lettre au là-dessus, président mais, là, elle a été téléchargée, t'as reçu beaucoup de mails à travers le monde. Ouais, elle a été très 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 visionnée et effectivement ça a été un phénomène mondial en fait. Elle a En fait, entendu jusqu'à communauté- l'Élysée. Communauté, ah oui ça c'est évident. Jusqu'à oui. l'Élysée, Ouais, hein, bah, ouais. D'ailleurs Chirac a répondu donc Ouais. à cette lettre qui a un titre en fait, qui a un rap et oui mondial parce que en fait c'est la communauté française dans le monde qui m'a répondu, donc c'est vraiment, j'ai appris par exemple qu'il y a une communauté française importante en Australie, Ouais. tu vois. Bon, Manhattan c'est évident, aux États-Unis. Est-ce que t'as été surpris par les réponses ou tu t'attendais ouais à ça? j'ai même été j'étais surpris finalement j'ai pris conscience, alors ça va être étonnant ce que je vais dire, mais d'ailleurs c'est l'objet du livre, de ce qu'est notre nation en France, notre nation française en fait. Ouais. Et elle prend encore plus de sens à l'extérieur de la France. Tu vois, les gens qui sont en dehors de la France et qui me parlent, ils me parlent plus dans mes termes que les Français eux-mêmes. Tu vois. Ouais. Et quand je dis les Français, c'est tous les Français, tu vois, même mes potes dans le quartier et tout ça, entre les gens qui en veulent à la France, qui rejettent tous les torts, qui donnent tous les torts à la France, et ceux qui adorent la France, quoi qu'il arrive. Moi, je trouve pas ma place vraiment, tu vois. Je pense que je suis dans un entre-deux où j'estime que chacun a ses torts en fait, et qu'il faut aussi balayer devant sa porte aussi, tu vois. Mais la nation, c'est-à-dire les gens à l'extérieur, pour moi, la nation française est plus large que la France. C'est les pays francophones, ce sont les communautés françaises installées dans les autres pays, et eux ils ont une vision de la France qui est magnifique en fait, et ça m'a parlé. Et oui, en ça c'est devenu mondial. Et d'ailleurs pour anecdote, la lettre au président a été enseignée dans beaucoup de lycées, de collèges et de facs. Ouais. Donc tu vois, T'as c'est pas un eu honneur, l'idée d'en quoi. faire un livre avec justement ce titre, la lettre au président, et après publication des plus belles réponses, Si, des plus justement, pertinentes? J'y pense. En fait, vraiment, la dimension qui s'ouvre à moi, justement, là maintenant, je sais pas, c'est l'âge, la maturité, je sais pas, mais en plus d'écrire des albums, et de faire des albums, et de les sortir, et de les défendre, j'ai de plus en plus envie d'écrire des bouquins. Voilà. Et pourtant, je suis conscient que c'est pas l'outil le plus simple. Tu vois, c'est pas le plus sexy auprès des jeunes, par exemple. Ouais. Je dirais même les documentaires sont plus intéressants à ce niveau-là. Mm. C'est plus facile à regarder, à comprendre. Mais j'ai un besoin d'écrire, je pense, et de plus en plus. Et t'as pas eu envie aussi de prendre une caméra et puis d'aller montrer aussi une Si, c'est ce que je certaine fais, vision c'est ce des que- choses? Bien sûr, c'est ce que je fais justement aussi cette année sur les contrôles d'identité. Ouais. Voilà. Ah bah y a de quoi faire en ce Ah moment. ouais. Hein. On parle beaucoup. D'ailleurs nous on est enfin moi je suis à l'origine d'une loi
que j'ai proposé il y a 3 ans, vous le trouverez sur internet, sur contrôle d'identité, où je proposais que le contrôle soit accompagné de récépissé, qu'on puisse quantifier les délits de faciès en fait. Et en fait, j'ai rencontré l'OSJI, Open Society Justice Initiative, donc c'est un gros regroupement américain, on va dire ça comme ça, avec plusieurs avocats qui en fait eux vont porter la plainte au niveau européen et au ministère de l'Intérieur. Ouais. Donc là maintenant on s'est associés sur les actions, nous on récupère les témoignages et on organise la plainte avec eux en fait. D'accord. Donc, pour casser l'article 78 avec les 4 alinéas, parce que c'est un article illégal, en tout cas le contrôle piéton, qui concerne la liberté de circulation, et donc c'est illégal en fait ce qui se passe en France, et donc on est en train de démonter ça. Donc voilà, moi j'aimerais en faire un documentaire, expliquer notre éveil, comment on en est venu à cette finalement réflexion, quelles sont les phases par lesquelles on est passé, comment on s'est organisé sur les témoignages, les attestations et tout ça. Alors c'est vrai que quand on est rappeur aujourd'hui, il y a de quoi faire et de quoi écrire. T'es inspiré là? Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que je considère que nous sommes à une très bonne période de la France. Ouais. Contrairement à ce que pourraient dire beaucoup de gens, c'est une période où on est dans une zone de fracture consommée. Voilà, clairement. Et ça veut dire que nous on a une chance terrible dans les quartiers populaires, c'est qu'on a la chance de pouvoir, on a vraiment un boulevard, de pouvoir réinventer ce pays. Est-ce que pour toi les événements de 2005 peuvent éclater à nouveau? Évidemment. Comme beaucoup le disent. Évidemment, pour 2-3 raisons quand même. La première, c'est que des événements de 2005, on n'a tiré aucune leçon. Pas une seule enquête, pas un seul doc d'ailleurs même. C'est un non-lieu des policiers. Voilà, un non-lieu 5 ans après, 6 ans après. Deuxième point, c'est que la situation est pire. Donc voilà, rien n'a changé en fait, hein, ça s'est même empiré. Et troisième point, on n'est toujours pas entendu sur finalement la valeur de nos expertises. Je dirais ça comme ça. Donc effectivement, ça peut encore éclater. Il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas éclater. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça n'arrive pas, quoi. Et surtout plus grave, le discours du gouvernement sur nos populations. C'est radicalisé. C'est pire. Ouais. C'est pire. Là, tu sais, moi, ça tenait qu'à moi et que j'avais les rênes aujourd'hui. Moi, l'UMP, je les mets à l'extrême droite. Ouais. Voilà. Même avant Le Pen. Tu vois, ouais. Donc pour moi l'UMP devrait être classifié en extrême droite vu les discours. Donc à un moment la question de ta place dans l'arène républicaine, il convient de se poser la question: qui fait la distribution de ces cartes? Qui te dit que tu es à l'extrême droite ou à gauche? Qui le définit? Et il y a un personnage, hein, ça a un nom dans la République, donc faudrait le saisir et mettre l'UMP à l'extrême droite, comme ça la question elle est réglée. Les gens sauront qui votent pour l'extrême droite. Alors le temps s'écoule bien vite, hein, Hicham, d'autant que t'as beaucoup de choses à raconter évidemment. Hicham, comment vas-tu te comporter en tant que père avec tes enfants pour l'éducation religieuse et pour transmettre ce que tu sais, ce que t'as appris, la religion, le ramadan? Quel type de père vas-tu être? Je pense un peu à l'image de mon père en fait finalement. Je pense que déjà moi-même, je pense que c'est pour moi la clé. Moi-même déjà tenter d'être le plus exemplaire. Ensuite transmettre les valeurs qui me semblent les plus importantes. Puis après mon fils ou ma fille fera ce qu'il juge être bon. Moi je suis pas Dieu, je ne me mets pas à la place de Dieu, tu vois, chacun son parcours. Mais cela dit, bien sûr que je serai de toute façon c'est même pas que je serai vigilant, c'est que je peux pas faire autrement. Ouais. Je suis musulman, je suis marocain, je peux pas aussi, tu vois, et je ne peux pas en tant que Français, Marocain, musulman, je ne peux pas non plus ne pas transmettre. Enfin, je veux dire, ça va, tout va en même temps, quoi. Quand je te parle, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer, tout fait partie d'une seule et même vie et d'une seule et même identité quelque part, même si elle est composée de plusieurs identités. Ouais. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'aime pas le débat sur l'identité nationale, tu vois. Pour moi, mes enfants prendront comme on a fait avec nos parents, quoi. Tu sais, il y a des enfants de musulmans, ils ont reçu une éducation musulmane et pourtant sont pas plus pratiquants aujourd'hui, pas plus croyants, pas plus. Je pense qu'il faut avoir confiance en ses enfants. Puis c'est tout, quoi. D'accord. Alors Hicham, l'actualité du moment c'est ce CD, hein, donc Axiom et Hicham, l'album que vous pouvez évidemment acheter, vous procurer. C'est un album, on parle de beaucoup de choses, on fait référence à beaucoup de problèmes également. C'est un album qui parle un peu de ce que tu ressens. C'est un album qui aborde différentes problématiques, comme les sans-papiers déjà. Ouais. Donc il y a un titre qui s'appelle La Souris, qui est d'ailleurs fait sur une musique de Fayrouz. T'as un titre sur d'ailleurs aussi une autre musique, Falid al-Atrash de Bikhor Bel Habib,
que j'ai reprise, qui est le titre préféré de ma mère. Donc je l'ai samplé, je l'ai retravaillé. Qui s'appelle Un jour sans fin. Après t'as des titres comme Hami qui sont plus festifs, tu vois, plus club, mais toujours orientalisés. Hein. Ouais. Cet album est très oriental en fait, avec des musiciens. C'est à l'image de ta double culture. Ouais, je pense plus que c'est le fruit d'une réflexion longue, et je pense pas que j'en ferai tout le temps des comme ça. Je pense que je reviendrai à du rap comme j'ai aimé, mais sur cet album j'ai voulu vraiment aller au plus loin de ce que je pouvais mélanger moi avec musique arabe, hip-hop. Et je l'ai fait comme ça a donné ça, donc voilà. Axiom, est-ce qu'il y a des dates de prévues? La sortie d'un livre, tu nous as dit tout à l'heure. Oui, ça sera pour cette année, je pense qu'on a le temps. Et ouais, les dates, moi je reprends les concerts en octobre. D'accord, voilà. En octobre. Donc Inch'Allah. petite pause là, durant ce mois sacré du Ramadan. Voilà. Et puis donc retour. En fait, petite pause, d'autant plus que ça concernera vos éditeurs de Lille. En fait, nous, dans notre communauté de quartier, cette année, notre association qui s'appelle Northside, qui fait beaucoup de choses, dont le contrôle d'identité, mais d'autres choses aussi, Ouais. comme des agoras citoyennes. On fait de la formation citoyenne dans les quartiers populaires partout en France. Hein. On essaie de donner du taf aux jeunes, on a des ateliers d'écriture, etc. Et on a un volet peut-être cette année qu'on essaie de mettre en place. On est un peu en retard. On va essayer de distribuer la soupe pour tous. Ah Donc, oui. voilà. À l'image de la Shorba pour tous. Voilà, c'est vraiment à l'image de ça, mais uniquement à l'échelle de notre quartier dans un premier temps, en D'accord. ramenant les autres quartiers. Ouais. Voilà, même les non-musulmans d'ailleurs, tu vois. Donc avec une hiérarchie claire qui est de servir d'abord ceux qui pratiquent le jeûne, Bien sûr. et ceux qui jeûnent pas mais qui sont musulmans pourront faire leur fdi Allah, tu vois. Donc en gros, pardon, pourront nourrir un pauvre à cette occasion, et puis pour nous ça permet de maintenir les liens, de rester serré si tu veux, et aussi de discuter des problématiques que l'on rencontre nous dans la communauté en fait. Il y a un site internet sur lequel on peut se connecter pour te suivre un Pas peu. du tout. Non. Non. À Non. part mon Facebook officiel, Axiom officiel, il n'y a aucun site. C'est une volonté claire de notre part aujourd'hui, et associative et en tant qu'artiste. On communique uniquement sur ce dont on a besoin. Sur en le fait. terrain. Ouais, voilà, et puis nos réseaux. C'est-à-dire Ouais. on a une base newsletter, si vous voulez vraiment, si ce qu'on fait vous intéresse, parce que bon, ça concerne le national maintenant, notamment pour les offres de travail. On intervient près de Marseille, justement, Aix et Marseille. Axiom officiel, c'est mon Facebook. Voilà. Ouais. Pardonnez-moi si je réponds pas tout de suite parce que il est plein en fait. On en a trois, ils sont pleins, 3 comptes. Ouais. Voilà. Après j'ai un mail officiel si vous voulez, c'est axiomfirst@hotmail.com, axiomfirst@hotmail.com, ou directement à l'association northside@hotmail.fr. Très bien. Voilà. Eh bien, Axiom, merci d'être Ouais, venu. merci On beaucoup termine à vous. cette émission comme d'accoutumé, et comme c'est la tradition dans cette émission, par 3 questions à base de choix que tu as à faire. On va te poser ces 3 questions et tu vas Allons-y. nous proposer tes 3 choix. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Alors Axiom, est-ce que tu es plus Shorba ou Halela? Ah, Harira, il n'y a pas photo. Sans problème. Sans Comme problème. tous les Marocains qui Bah se ouais. respectent. Harira. Si tu avais à choisir entre El Quds et Médine. Ouais, voilà la question. Ah oui, Je choisis pas. tu choisis pas rien. Non, je choisis pas, non. Et enfin, et pour finir, état laïque ou état religieux? État laïque, sans aucune hésitation. Pourquoi? Parce que pour moi, nous ne devons pas occulter qu'il existe d'autres religions. Nous n'avons pas le droit d'occulter le fait qu'il existe d'autres sensibilités que les nôtres. Et nous avons l'obligation, je pense, en tant que peuple éclairé, si on veut l'être, nous avons la responsabilité d'unir les autres sensibilités en les acceptant. On ne peut pas imposer ce que nous sommes aux autres. Je pense que c'est la chose la plus dangereuse, quelle que soit l'idéologie d'ailleurs. Merci beaucoup Axiom. Merci à vous. À très vite et bonne route et bon Ramadan. Sahaf Tolok. Ciao. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2.